Salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va mettre en application les différents indicateurs, les différentes techniques qu'on a vues par rapport aux statistiques avec la programmation, avec Python. Parce que même si la statistique a été inventée avant les ordinateurs, elle a considérablement changé depuis qu'on a les ordinateurs. Et puis en plus, ben, c'est officiellement au programme. Donc, encore une fois, le programme est très bien fait. Ok, donc ce qu'on va voir, c'est on va faire des petits programmes très simples d'abord pour savoir comment est-ce qu'on fait pour calculer des proportions, des pourcentages, les taux d'évolution, tous ces trucs-là en fait. C'était pour ça que j'ai beaucoup mis les formules avec les variables, etc. C'est parce que justement, une fois qu'on a des variables, on peut programmer. Et oui, c'est à ça que ça sert l'abstraction. On part d'une situation concrète, simple, qu'on sait résoudre numériquement, et puis après, on formalise en utilisant des variables des paramètres, et ensuite on programme. Et comme ça, on peut tester sur des valeurs réelles. C'est ça le truc. Alors, je vais juste rapidement descendre tout en bas, parce qu'il y a une section, voilà, je crois que c'est là. Voilà, c'est ça, algorithmique et programmation. Voilà. Donc, je vais lire juste rapidement cette introduction et donner quelques pistes de réflexion pour les gens qui n'ont jamais touché à un langage de programmation. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, algorithmique et programmation, donc la démarche algorithmique est depuis les origines une composante essentielle de l'activité mathématique. Oui, parce que il y a une chose, c'est que les ordinateurs, ils existent que depuis le XXe siècle, mais les algorithmes, ils existent au moins depuis Euclide et même avant, en fait, depuis même très longtemps, en fait. Les tablettes babyloniennes qu'on a retrouvées, qui datent de, je crois, 1500 avant Jésus-Christ, eh ben, ils savaient calculer des racines carrées et compagnie, et pour ça, ben, c'était des algorithmes. Un algorithme, en fait, c'est une procédure, et c'est pas valable que pour les maths. En fait, quand vous faites une recette de cuisine, c'est un algorithme. Quand vous faites un itinéraire, c'est un algorithme. Lorsque vous faites vos lacets sur vos chaussures, c'est un algorithme. Lorsque vous nouez votre cravate, c'est un algorithme, et ainsi de suite. Donc un algorithme, c'est quoi? C'est une succession d'instructions dans un ordre précis et avec une fin déterminée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc au cycle 4, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à écrire, mettre au point et exécuter un programme simple, une consolidation des acquis du cycle 4, la notion de fonction mathématique est différente de la notion de fonction de programmation. La notion de fonction de programmation, c'est on prend un certain nombre d'entrées, alors qu'en maths on a vu que c'était seulement une variable, enfin en tout cas en maths en seconde on verra plus tard qu'on peut voir plusieurs variables, mais c'est que après le bac qu'on voit ça. Donc on peut prendre plusieurs variables, plusieurs paramètres. Quand on est en programmation, ben là d'un coup, c'est pas forcément avec des nombres, donc ça peut être des objets de différentes natures, ce qu'on appelle ça des données, des types de données, ça peut être des nombres entiers, ça peut être des nombres à virgule, ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être des listes, bref, ça peut être tout un tas de trucs. Donc c'est ça qu'on prend en entrée, on fait un travail à l'intérieur et on obtient quelque chose à la sortie. De la même manière que quand vous faites une recette de cuisine, vous avez des ingrédients, c'est les entrées, donc vous avez plusieurs ingrédients, vous faites un certain travail et vous obtenez un certain résultat. C'est ça une fonction. Voilà. La programmation comme production d'un texte dans un langage informatique. Donc le programme, il a choisi Python. Et c'est un très bon choix. Pour une fois que l'éducation nationale fait quelque chose de très très bien, il faut le dire haut et fort. Le choix de Python, c'est pas un choix anecdotique, c'est un choix pédagogique, mais c'est un choix concret, professionnel. YouTube utilise Python, les entreprises privées et professionnelles utilisent Python. Le machine learning, il y a énormément d'algorithmes qui utilisent le langage de programmation Python. En plus, c'est un langage polyvalent. On peut faire du web, on peut faire de la cybersécurité. En cybersécurité, maintenant, c'est un prérequis de connaître Python. Donc, bref, Python, c'est la vraie vie. On peut faire des modèles de langage, on peut faire des traductions. ChatGPT, Claude, Google Gemini, etc. La première chose qu'ils font quand on leur demande de faire un algorithme, ils le font en Python. C'est leur premier langage de prédilection. Donc, l'apprentissage de Python, ça sert à tout le monde et à tous les étages. Donc c'est une excellente compétence à acquérir et encore plus à l'ère de l'IA. Pour les gens qui vous disent ouais, il y a l'IA, il n'y a plus besoin de vibe coding, mon œil. Au contraire, c'est encore plus le moment d'apprendre la programmation. Voilà. Parce qu'à la fin, sous le capot, c'est des maths. Donc il y a vraiment un lien très très fort entre les maths et la programmation. Allez, un petit coup à votre santé. Ouais, donc dans le cadre de cette activité, les élèves s'exercent à décrire des algorithmes en langage naturel ou dans un langage de programmation, à réaliser quelques-uns à l'aide d'un programme simple écrit dans un langage de programmation textuel, interpréter, compléter ou modifier des algorithmes plus complexes. Un langage de programmation simple d'usage est nécessaire pour l'écriture de programmes informatiques. Le langage choisi, c'est le langage Python, qui est un langage interprété.
concis, largement répandu et pouvant fonctionner dans une diversité d'environnements. Les élèves sont entraînés à passer du langage naturel à Python et inversement. Python, c'est un excellent choix. Alors juste deux petits mots parce que je pense que sur cette chaîne, après, je vais dériver sur d'autres langages de programmation, donc je le dis déjà maintenant. Parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs langages de programmation? De la manière qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs langues humaines? C'est le même principe, d'accord? Donc chaque langage de programmation a des avantages, des inconvénients et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle des paradigmes de programmation, c'est-à-dire des types de façons de programmer. Alors pour dire les choses simplement, il y a une façon de catégoriser les langages de programmation qui est intéressante, c'est du bas niveau, c'est-à-dire le plus proche de la machine, parce qu'à la fin de la journée, la machine, elle ne traite que des nombres binaires, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le langage machine, hein. On fait que des opérations binaires, donc c'est vraiment purement des maths, ok? Et il y a les langages qu'on appelle les plus évolués. Alors maintenant, avec le vibe coding, c'est même aller à un niveau au-delà, parce que là, c'est carrément avec le vibe coding, on écrit dans sa langue maternelle, d'accord? Voilà, Python, c'est avant le vibe coding, on utilise encore une syntaxe où il y a des mots-clés, etc. Donc, grosso modo, c'est un peu de l'anglais basique. Et donc, on écrit quand même, on décrit la structure de ce qu'on fait. Mais néanmoins, on va utiliser des bibliothèques de code, on va utiliser des fonctions qui ont été déjà prédéfinies. Donc, il y a plein de choses qui sont cachées, notamment au niveau de la gestion de la mémoire et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ces différences-là? Parce que plus on est proche de la machine, en plus on sait exactement quel est l'espace mémoire alloué, etc., plus on peut contrôler l'efficacité du programme, on peut éviter les bugs et on peut améliorer la performance de l'algorithme. Alors évidemment, pour les petits programmes comme ça n'a pas trop d'importance. C'est pour ça que là, on va faire très bien en Python. Voilà. Mais juste pour terminer, Bitcoin, quand il a été codé en C. D'accord? Et Python a été codé en C. Voilà. Donc ça, c'est des langages qui sont très proches de la machine. Et donc, dans quelques vidéos, je ferai du C. On est parti, ben voilà, bon, l'historique on s'en tape un peu. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'est-ce que c'est que les variables, donc les types, on a vu, les entiers, donc c'est les integers. Les booléens, c'est les valeurs vraies ou faux, true ou false, parce que ben, en programmation c'est la logique classique, donc c'est juste deux possibilités, soit c'est vrai, soit c'est faux. Les flottants pour nombre de virgules flottantes, hein, floating point number, donc les floats, et les chaînes de caractères qu'on appelle en anglais les string of characters et on appelle en général juste string, donc chaîne. Donc rien à voir avec les maillots que vous pouvez voir sur la plage ou en dehors de la plage. Bref, fermeture de la parenthèse. L'affectation, attention, l'affectation à ne pas confondre avec l'égalité. Le symbole d'affectation quand on écrit un langage en pseudocode, c'est une flèche pour dire justement, c'est une flèche qui va de la droite vers la gauche pour dire que la valeur qui est à droite est assignée à le nom, l'étiquette qu'on va donner à gauche. Si vous voulez, on dit voilà, je vais réserver cet emplacement mémoire et dedans je vais y mettre une certaine valeur. D'accord? Et donc, souvent les langages de programmation, ils vont utiliser le symbole égal pour faire ça. Donc faites très attention, ça n'a rien à voir avec l'égalité mathématique. Ce n'est pas un résultat, ce n'est pas une comparaison pour dire ce qui est à gauche, c'est la même chose que ce qui est à droite. Non, c'est simplement, en fait, on dit que ce qui est à droite, on le met à l'intérieur de ce qui est à gauche. Une séquence d'instructions, c'est juste le fait qu'il y ait plusieurs instructions qui se suivent. L'instruction conditionnelle, si on fait ça tous les jours, si tu fais ci, alors je vais faire ça, ou si tu fais ci, il va se passer ça, sinon il se passera ci, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est les instructions conditionnelles, qu'on appelle aussi les instructions de branchement. Ensuite, on a les boucles. Les boucles, c'est lorsque, on va dire, tu vas refaire ça jusqu'à ce que ça soit prêt. Donc ça, c'est ce qu'on appellera une boucle non bornée. Voilà, on va dire, tu vas copier 10 fois, je dois écouter en cours. Ben, ça, c'est une boucle for. Donc la boucle bornée, c'est-à-dire où on a un nombre fini de fois et on le sait à l'avance combien de fois on va répéter l'opération. Et les boucles non bornées, c'est celles où on ne sait pas combien de temps on va répéter l'opération. Voilà. Mais les boucles, c'est simplement le fait de répéter, comme on dit, oui, c'est bon, tu me l'as déjà dit, ça tourne en boucle. Ben, c'est ça, c'est exactement ça le principe. Bon, ben voilà, je crois qu'on est bon. Hein. Capacité attendue, choisir ou déterminer le type de variable, entier, flottant ou chaîne de caractères, concevoir et écrire une instruction d'affectation, une séquence d'instructions, une instruction conditionnelle, écrire une formule permettant un calcul combinant des variables, programmer dans des cas simples, une boucle bornée, une boucle non bornée. Voilà, bon, bref, revenons à nos moutons et on va. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer. On va faire un petit programme pour faire la proportion. Alors, ce que je vais utiliser, ce que je vous recommande d'utiliser, c'est comme ça, vous n'avez rien à installer, c'est Google Colab. Google Colab, c'est un environnement de programmation Python qui est gracieusement offert par Google. Il suffit d'avoir un compte Google et vous pouvez y accéder gratuitement. Je mettrai un lien dans la description, comme ça vous pourrez accéder au code. Pour ce faire, il faudra simplement vous connecter avec votre compte Google
qui m'enverra un mail pour me dire que vous essayez d'accéder au code et je vous donnerai la permission uniquement de lire le code, pas de modifier le code, parce que ce que je vous inviterai à faire, c'est que vous copiez mon lien et que vous créez votre propre notebook, d'accord, votre carnet de notes pour parler français, pour pouvoir essayer par vous-même de faire les exercices pas à pas, et comme ça, puisque vous n'aurez pas la possibilité de modifier le mien, vous aurez toujours accès à la correction, donc du coup, vous n'aurez pas de stress. À côté, vous voyez qu'en plus, il y aura Gemini qui va pouvoir vous aider, parce que Google, c'est aussi eux qui gèrent Gemini, donc ils ont leur assistant IA à l'intérieur. Bon, pour ce qu'on va faire, on n'en a pas vraiment besoin, mais ça peut servir si vous vous rappelez plus la syntaxe, etc. Parce que justement, la bonne nouvelle maintenant avec l'IA, c'est que la syntaxe, d'une certaine manière, on s'en cogne. Ok, c'est pas ce qui est important. D'accord, la syntaxe, ça correspond à savoir si on met une virgule, majuscule, etc. Hein. C'est vraiment comme les langages humains hein, par rapport à ça. Hein. C'est très très proche. Ok, bon. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple, si on donne une population et qu'on donne une sous-population, c'est de calculer la proportion de la sous-population dans la population. Donc c'est vraiment très très bête. Donc pour ça, on va utiliser que des fonctions, comme ça tout de suite ça va vous mettre dans le paradigme de à chaque fois que je veux faire un truc, je fais une fonction, comme ça je peux appeler mon problème. Donc les fonctions, elles ont un mot-clé, c'est def pour definition. C'est le mot-clé qu'on doit mettre lorsqu'on va créer une fonction. Et notre fonction, on va l'appeler proportion tout simplement. Là, on peut se lâcher, on n'a pas qu'une seule lettre, on peut lui donner un nom. On va l'appeler proportion, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre la population totale, qu'on va appeler pop.tot, pour population totale, et sous-pop, pour sous-population. Les noms de variables, c'est pareil, là on n'est pas juste avec des maths à la main, là on est avec un ordinateur, donc on peut écrire des phrases. Alors il ne faut pas non plus lui raconter sa vie, d'accord? Mais il faut que les noms de variables, ils veulent dire quelque chose. Parce que si on met juste P et S, quand on lit le programme, on ne va pas comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc on prend déjà les bonnes habitudes de nommer des variables qui aient un sens. Ok? Donc il faut trouver un bon compromis entre quelque chose qui soit rapidement identifiable, mais pas non plus raconter sa vie. Voilà. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je fais ce qu'on appelle une documentation de fonctions. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très fortement recommandé, parce que ça permet d'expliquer ce que fait la fonction. Alors là, c'est une fonction extrêmement simple, donc ça va être très simple, mais n'empêche que c'est une bonne habitude à avoir. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, tu vois, vous voyez en plus l'intelligence artificielle, c'est très bien. Alors je sais pas si je peux lui dire de... Ouais, très bien. Ouais, mais non, en fait, c'est pas ça que je voulais. C'était mieux ce qu'il avait mis au début. Bon, bref, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je veux faire, non. C'est comme quoi l'intelligence artificielle est pas très intelligente. Donc, prop-top, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas prop-top, c'est pop. Pop-tot, population totale. Population totale. Voilà. Et ici, c'est sous-pop. Sous-population. Et on va faire des vraies phrases. Par exemple, attendez, téléphone, j'espère que le son sera bon. Donc je vais essayer de rester proche du micro, mais en même temps je vais écrire avec mes deux mains. Alors, sous-population. Alors, je vais dire cette fonction prend deux arguments en entrée. Voilà, et donc les deux arguments ils sont là. Merde. Hop. Et renvoie. Ben voilà, vous voyez, il est assez intelligent. Gemini, il a compris ce que je voulais écrire. Très bien. Donc là, on a écrit la documentation de la fonction. Maintenant, on va faire le boulot. Donc le boulot, c'est tout simplement return pop, sous-pop divisé par sous-pop divisé par pop-tot. Voilà. Et on va le tester en disant que ici on va mettre pop-tot égale, je sais pas moi, 100 par exemple. On va prendre un truc vraiment débile pour qu'on puisse vérifier rapidement. On appuie là, et là on va voir qu'il nous affiche 0,5. Ok? Maintenant on peut faire des phrases. Hein. On peut dire par exemple, ici on peut lui demander à l'utilisateur de saisir population totale, voilà. Non, il m'a mis ça, mais il est trop intelligent, je veux vous montrer ce qui va se passer. Input sous-population, et non, je veux que vous le voyez, pourquoi. Voilà, et là je vais mettre ça, je vais l'appeler prop, voilà, et je vais lui dire print
la sous-population. Et là, on va mettre la valeur de sous-pop de la population totale. Et là, on va mettre pop tot. La phrase commence à être longue. Donc, comme la phrase commence à être longue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une variable. Voilà. Et on va appeler ça phrase. Voilà. Et comme la phrase est même très longue, en fait, on va la couper là. Et on va faire phrase plus égale. Et voilà. Et on va mettre un truc après. Voilà, bah, c'est parfait. Bah, vous voyez, il est très intelligent quand même. Hop. Alors, on va mettre 100. Et ici, on va mettre 50. Ah, et là, il y a une erreur. Pourquoi? J'ai fait exprès, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une erreur? Parce qu'il me dit Unsupported operand types. Et oui, quand je lui ai demandé de saisir, par défaut, il saisit de type str pour string. Donc, en fait, il faut convertir le type. Moi, j'attends à ce que la sous-population, que la population, ça soit un nombre entier. J'attends que la sous-population, ça soit aussi un nombre entier. Donc, je le convertis avec l'opérateur int. Voilà. Donc, si je fais ça et que je refais exactement la même chose, et ben là, ça marche. La sous-population 50 de la population totale 100 et 0,5. Voilà. Donc on a fait une fonction qui marche, etc. Très bien, on passe à la suite. Parce qu'on va pas s'éterniser non plus, la fonction elle est quand même assez débile. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Pourcentage de pourcentage. Bon, bah là déjà c'est même plus intéressant, donc on va appeler la fonction, donc j'accélère parce que je reprends les mêmes choses. Pourcent, on va l'appeler comme ça. Ou pourcent 2, voilà, pourcent 2. Donc là on va mettre pourcent 1 et pourcent 2. Voilà, donc cette fonction prend deux arguments en entrée, voilà. Et donc les deux arguments, bah, le premier ça va être pourcent 1. Donc le pourcentage initial, c'est-à-dire la population totale, voilà, et le pourcentage final, non, le pourcentage de, enfin, du pourcentage suivant, précédent plutôt que suivant. Donc la sous-population précédent. Voilà. Et renvoie le résultat final. D'accord? Sinon, ce qu'on va faire, ensemble de références inclus les uns dans les autres, pourcentage de pourcentage. Bon, on va recopier ça, hein, tout simplement, on va pas se casser la tête. On ne va pas se casser la tête. J'ai envie de dire voir cours. Voir programme officiel. La phrase est trop longue ici, on va la couper comme ça. Voilà. Voilà, d'ailleurs, oui, en fait, ce qu'on peut faire, c'est même. Hop, on va le mettre dans une variable carrément. Prog off boom. Il faut mettre entre guillemets. Ici, on va mettre ça comme ça. Prog off. Voilà, et il faut l'ajouter, et ici on va mettre ça, et ici on va mettre ça comme ça, voilà, merde, là, voilà, et on va mettre lien, et le lien, on va mettre le lien officiel, on fait pas semblant ici, hein. On fait pas semblant, hein. Oula, ouais, le lien il est un peu, il est un peu long le lien, alors comme le lien il est un peu long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper là, document, voilà, et là on va faire lien, tac. Et voilà. Et donc on va mettre. Non. On va mettre print. Progoff. Lien. Voilà. Donc ça c'est réglé. Et maintenant on va faire le calcul. Hein. Donc le calcul c'est que pourcentage. Alors pourcentage, il faut savoir comment est-ce qu'on va le rentrer. On va demander de donner la valeur. Par exemple, si c'est 5%, on veut que l'utilisateur saisisse 5. D'accord? Et comme ça, on fera
pourcent total, pourcent F, ouais, pourcent F, égale, non pas ce qu'il me propose, parce que là il me propose de la merde, c'est %1 fois %2, d'accord, et divisé par 10 000, parce que c'est divisé par 100 pour le premier, divisé par 100 pour le deuxième, donc du coup ça fait diviser par 10 000, et 10 000 ça se note 10 puissance 4, voilà, et là on met return % final, voilà, et donc on va tester, ah oui parce que j'ai oublié de l'écrire ici, ça c'est des tests, hein. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appeler ça test. Voilà. Et du coup, il faut mettre là-dedans. Ah oui, c'est où je dirais que j'ai tendance à oublier. Quelque chose de très important en Python dans la syntaxe, c'est qu'il faut indenter. Indenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire décaler pour indiquer en fait quels sont les blocs de code. Ça veut dire que tout ce qui est décalé comme ça appartient à ce bloc de code. Donc c'est ce qu'on appellera le corps de la fonction qui est là. Et ici, pourquoi j'ai mis ça dans une fonction? Parce que du coup, maintenant je peux simplement appeler la fonction test et ça va marcher exactement de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais reprendre le même exemple pour que vous voyez que ça marche. Pareil, voilà. Ok. Voilà, et donc c'est une bonne pratique également de faire des tests. J'espère que le son est bon, parce que ça me stresse un peu le truc qu'il soit comme ça. Bref, donc là on va faire test. Voilà. Bah oui, on va faire ça comme ça, c'est pareil. Et voilà. Et voilà. Et on va faire une petite phrase print le pourcentage final. Et là on va mettre. Alors ouais, c'est vrai que si je fais ça, il faut que je fasse ça propre. Tac. Je vais mettre un f-string ici. Voilà. Et là je vais mettre. Tac, tac, tac. Vu que c'est des pourcents, ça sera pourcent. Il faudrait juste que je rajoute pourcent. Donc fois 100. Prop fois 100%. Voilà. Ok. On va tester ça immédiatement. Donc par exemple, si je fais le premier pourcentage, on va dire que c'est 10%. Ok, et le deuxième, on va prendre 50%. 50% de 10%, ça fait 5%. Alors, il y a une erreur, qu'est-ce que c'est? Int object is not callable. Alors, int object is not callable. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il me raconte? Le pourcentage total, nanana, %1, %2. Ah oui, mais pourquoi est-ce qu'il a appelé %2? Bah si, ça s'appelle %2. Ah oui, mais oui, non, mais d'accord, j'avais pas fait attention. Bah voilà, c'est très bien. J'ai appelé ma fonction de la même manière, enfin j'ai appelé mon paramètre, mon deuxième paramètre de la même manière que la fonction. Je vais l'appeler pourcentage, % de %. Voilà, ce sera mieux comme ça. Et comme ça, ici, je rajoute %. Hop là. De %. Voilà. % de %. Voilà. Et là, ça devrait marcher sans aucun problème. Ah merde. Pourquoi je fais ça, moi? Non, alors attendez. On va arrêter ça. Hop. Parce que j'ai dit 10% pour le premier et 5% pour le deuxième. Non, c'était 50%, merde. Je reprends l'exemple que j'ai donné. 10% pour le premier et 50% pour le deuxième. Voilà. Donc ça, c'est le message. En fait, ce que je vais faire, bah tiens, je vais vous mettre un petit if. Print. Choix. Hop. Voilà, voulez-vous voir le programme officiel? Oui ou non? Voilà. Et if choix égale O. Et sinon, rien du tout. Voilà. Donc, on refait ça. Donc, 10. Donc, 10%, c'est le pourcentage de la première la population totale. Et on veut 50% de cette population-là. Donc, du coup, ça nous fait 5%. Voulez-vous le revoir? Non, on ne veut pas le voir. Et donc, le pourcentage final est 5%. Ben voilà, ça marche. Nickel. Donc, ben, on poursuit. Et on enchaîne. Alors, ici, évolution et variation absolue.
Alors, évolution, variation absolue, variation relative. Donc, on va faire un programme qui va s'appeler variation absolue. Variation absolue. Voilà, donc, on va prendre quantité initiale. Ben, on va l'appeler, bon, là, on peut les appeler Q0 et Q1. Voilà. Et on va mettre une petite documentation, justement, au cas où il y aurait une ambiguïté sur qu'est-ce que c'est Q0 et Q1. Donc la première phrase, pour l'instant on fait que des fonctions à deux variables, mais en fait c'est pas obligatoirement à deux variables, mais là puisque c'est que des fonctions à deux variables, j'en ai marre de réécrire la même phrase, donc je la reprends ici. Et là on a Q0, donc c'est la quantité initiale, quantité population, hein, parce que ça peut être une population initiale, sachant que une population c'est une quantité, hein, c'est une quantité de personnes. Voilà, la quantité ou population finale, et renvoie à la variation absolue, parfait. Voilà. Et donc du coup, en fait, ça se fait en un seul truc, hein, c'est Q1 moins Q0. Alors si on veut, on peut mettre une variable qu'on appelle diff, et on met Q1 moins Q0, et on fait return diff, mais c'est pas besoin, parce que c'est juste une soustraction, donc on peut faire ça comme ça directement. Voilà, on fait notre fonction de test. Et donc du coup, on fait comme d'habitude, hein, Q1, voilà, int input quantité initiale, et voilà, et quantité finale, il a oublié de... Voilà. Et ensuite, D égale, ou plutôt var abs égale variation absolue, Q0, Q1, et là on fait une petite phrase à la con, et on dit print la variation absolue, et là on met var apps. Allez hop, emballer c'est pesé, on teste ça. Oui, vous voyez, ça a marché mon test, mais sauf qu'il n'y a rien qui est affiché parce que j'ai pas appelé la fonction. Quand on définit la fonction, après, il faut l'appeler. Donc on appelle la fonction et c'est parti. Voilà. Donc quantité initiale, on va faire un truc à la noix, hein. On va dire que c'est 100 et quantité finale, c'est on va dire 150. Et donc la variation absolue, c'est 50. Alors attention, parce que la variation absolue, ça n'a rien à voir avec la valeur absolue, hein, parce que la fonction valeur absolue, qu'on a vu dans la partie où on faisait les distances, ou les normes des vecteurs, qu'on verra plus en détail dans le programme de première, c'est toujours positif, alors que la variation absolue peut être négative. Peut être négative, hein, si par exemple je relance ma fonction, mais au lieu de mettre 100 et 150, je fais 150 et 100, c'est-à-dire l'inverse, c'est négatif, c'est normal, parce que la variation, c'est une baisse. Ok, donc maintenant on a besoin de la variation relative. La variation relative, c'est rien que d'autre que la variation absolue divisée par la valeur initiale. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ma fonction variation absolue et je vais l'utiliser parce que je ne vais pas refaire le même calcul en fait. Donc ça, je vais l'appeler variation relative. Ça prend les mêmes quantités, sauf que là, on va pouvoir accélérer. Alors attendez, parce que là, ça va être quand même vachement la même chose pour la documentation, hein. Voilà, sauf que là, il faut mettre relative et non pas absolue. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler ça, on va l'appeler... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Varel. Voilà. Donc varel, ça va être égal à variation machin, divisé, voilà, c'est... Il a déjà fait le boulot pour moi. Ok, et donc du coup, on fait le test. Voilà. Et ici, alors normalement il faudrait à chaque fois changer à dire test, fonction, machin bidule, mais bon là comme j'ai un peu la flemme, je l'écris comme ça, et puis surtout c'est des fonctions un peu à la noix, donc c'est pas non plus très compliqué. Donc là par contre on va mettre variation rel, voilà, et c'est variation relative. Relative, voilà. Et là c'est évidemment varel qu'il faut mettre, et là évidemment c'est relative qu'il faut mettre. Et voilà, donc tac tac tac. Voilà, donc on va prendre un truc facile à calculer. Donc on va faire le test. Voilà, test, boum.
Alors, on va prendre notre premier exemple. Donc, si on avait 100 au départ, qu'on a 150 à l'arrivée, donc la différence c'est 50, 50 divisé par 100, ben, ça fait 50%. Donc, du coup, c'est facile à voir. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait la variation absolue, lui? Variation absolue divisée par Q, qu'est-ce que... Ah, parce que j'ai défini dans la même fonction, donc c'est pour ça qu'il est pas content. Donc attendez, on va mettre ça ici, on va l'appeler test 2, voilà. Voilà, comme ça évite... Et, ah non, non, pardon, c'est moi qui dis des bêtises en fait, c'est qu'il a appelé la fonction là, donc là ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est la commenter. Donc là je peux le laisser comme ça, même si c'est pas une bonne pratique, mais voilà. Donc là, si je fais 100 et là je fais 150, la variation relative est 0,5, donc 50%. Alors je vais vous remontrer l'erreur pour que vous compreniez que en fait c'était pas une erreur, c'est simplement que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, quand j'appuie ici, il exécute ce bloc en tenant compte, parce que j'ai commencé avec les différents blocs, de tout ce que j'ai pu faire avant, d'accord? Mais à ce moment-là, là il est ici, et ici, donc il y a cette fonction qui a été définie, cette fonction qui a été définie, et cette fonction qui est appelée. Donc en fait, il est là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher cette fonction. Dans cette fonction, première chose qui est demandée, c'est quantité initiale. Ben voilà, quantité initiale, ça. Ensuite, il vient là, qu'est-ce qui est demandé? Quantité finale. Bon, ben quantité finale, 150. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ici? Eh ben, il appelle la fonction variation absolue. Donc il vient là, et il regarde qu'est-ce qu'il faut faire pour variation absolue. Quand on lui a donné Q0, Q1, il faut faire Q1 moins Q0. Ben, c'est ce qu'il fait ici, et après, ici, il fait print, et il affiche le message avec la variation absolue, c'est 50. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben maintenant il a fini de faire son travail ici, donc maintenant il est là. Et là quand il appelle test, c'est plus le même, c'est celle-là. C'est la dernière version qu'il a vue. Voilà. Donc en fait ce qu'on va faire pour éviter que nos programmes nous jouent des tours comme ça, c'est que dans les fonctions de test, on va dire message, print, cette fonction, test la fonction, et là on va lui donner son nom. Voilà. Comme ça permet d'être plus clair. Donc ça, on va l'exécuter ici. Et là, il nous dit cette fonction teste la fonction proportion machin bidule. Ok. Donc là, on va mettre ça. Et après, on met 10. Et voilà. Ok. Et donc là, ben, on va remettre exactement ce même truc. D'ailleurs, ce message, on va le mettre comme ça. Hop. Message ou intro. Voilà. Intro. Et on va l'appeler comme ça. On va faire ça. Et ici, on va mettre non, fonction, hop. Voilà. Et en plus, ouais, non, si je laisse les paramètres. Je laisse les paramètres, c'est mieux. Et là, on va mettre non, fonction, voilà. Et ici, on va mettre intro. Alors, comme je fais des trucs là, j'ai envie de faire une fonction juste pour ça. Alors, attendez, je vais d'abord vous montrer ça, comment ça marche. Et ensuite, donc là, on va mettre ça, là, on met 10. Voilà, et donc ça nous a fait cette fonction, teste la fonction, blablabla, et ça, en fait, j'ai envie de le mettre dans une fonction. J'ai envie de le mettre dans une fonction que je vais définir là, comme ça. TF intro fonction, voilà. Intro fonction de test. Voilà. Boum. Et est-ce que... Ouais, c'est abusé ce que je fais. C'est abusé, là j'avoue j'abuse parce que c'est pas spécialement utile de créer une fonction pour faire ça, on va le mettre ça ici et hop ça dégage. Voilà. Ok, par contre ça on va le reprendre là. Hop, on va le mettre ici. Voilà, sauf que ça va être celle-là. Voilà. On met ça là, on fait le test. Comme ça nous dit bien cette fonction teste la fonction %, 2%, %1, %2. Voilà, population totale. Merde, j'ai mis 100. Bon, tant pis, ça veut dire que c'est 100% et on fait 25%. 25% de 100%, ça fait 25%. Ça, on ne veut pas voir la documentation. Et oui, ça fait 25% sans surprise. Merci.
Donc du coup, on reprend ce truc-là. Voilà. Bon, pour bien faire, il faudrait faire une vraie fonction quand même, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Tac. Voilà. Quand on fera les vrais cours de programmation, on verra comment est-ce qu'on peut faire ça de façon encore plus propre. Et là, pour le niveau programmation, pour les cours de maths, ça suffit largement. Et ici, c'est... Alors attendez, ici, il n'y a que relatif qu'il faut récupérer à la place de absolu, parce que c'est le même nom de fonction. Voilà. Et donc si on fait ça, tac, boum. Donc là, on appelle la première fonction la fonction variation absolue. D'accord? Et on va mettre 100 et on va mettre 150, voilà, donc la variation absolue c'est 50, et ici on va prendre les mêmes, et donc du coup là c'est débile de faire ça parce qu'on appelle deux fois la fonction. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, au lieu de rappeler test, on va commenter. Les commentaires en Python c'est un dièse, voilà, donc quand on fait un dièse, ça n'est plus lu par le programme, et donc si je lance ça maintenant, il va lancer directement la fonction variation, test de la fonction variation relative, voilà. Et donc là on va mettre par exemple, comme on a dit tout à l'heure, si on met la plus grosse valeur au début, ça doit être une variation négative. Et il va nous dire, eh ben oui, la baisse, elle est de moins 0,33, c'est-à-dire moins 33%. D'ailleurs, si on veut, parce que souvent, en fait, quand on veut les variations et compagnie relatives, hein, je parle relatives, on préfère avoir des pourcentages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, en fait, on va dire que ici, on va faire 100 fois ça. Voilà. Et donc si on change ça ici, ça va le changer automatiquement. Ah oui, non, il y a juste un petit truc, c'est que si je fais ça, il faut que j'affiche ici %. Voilà, comme ça c'est propre. Et d'ailleurs, si je veux que ça fasse pas des conneries, je vais mettre... alors là j'ai un doute sur la syntaxe, est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après qu'on le met comme ça? Non, c'est l'inverse, c'est après. C'est après, là on a la variable, et on met le deux points, on met l'espace ici, on fait comme ça pour dire qu'on veut deux chiffres après la virgule. Donc on va reprendre le même pour que vous voyez bien. Donc on fait 150 et ensuite on fait 100, donc ça fait une baisse de 33%. Voilà. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, si on veut faire un truc encore plus propre, ce qu'on peut faire, c'est if var positive, la variation est une hausse, et une hausse de, voilà, et else print la variation relative et une baisse de, et là on met moins, et voilà. Donc on va refaire les deux cas. Donc si on fait le cas où on commence avec 150 et après on a 100, c'est donc une baisse de moins 33%. Ah ouais, non, mais par contre, si je fais ça, il n'y a pas besoin de mettre le moins. Voilà. Voilà, moins 33%. Maintenant on recommence et cette fois on le met dans l'ordre croissant et ça nous fait, c'est une hausse de plus 50%. Ok. Ok, très bien. Donc là on est bon. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'accélère, si vous voulez pas que j'accélère, voilà, ce genre de truc. Ce genre de truc, si ça vous intéresse qu'on fasse un live, de la programmation en live, ça peut être intéressant, je pense. Ou les cours en live même d'ailleurs, hein, ça peut être intéressant. Voilà, donc ça c'est réglé, nanana. Donc ça fait variation absolue, variation relative, très bien. Évolution successive, voilà, évolution successive. Je vais faire un nouveau bloc de code. Alors, quand on veut faire un nouveau bloc, parce qu'il garde le message là. C'est chiant ça. C'est ça l'avantage d'avoir, comment ça s'appelle, voilà, ici, Google Colab, c'est on peut sectionner pour faire que des petits blocs de code. C'est jamais bien de faire des gros fichiers avec des gros trucs. Ah, il vaut mieux sectionner en petits morceaux comme ça, c'est mieux pour la maintenance. Alors, évolution successive, on va mettre ça, évolution successive, on va l'appeler tout simplement comme ça, évolution success. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est... Alors, il y a plusieurs configurations qui pourraient nous intéresser. Il y a la configuration où on connaît la quantité initiale, on connaît la quantité finale. Mais en fait, si on fait ça, il faut par exemple, si on veut faire deux évolutions successives, on a besoin de trois valeurs. Donc, c'est-à-dire soit on a plusieurs valeurs et on veut calculer les taux à chaque fois. Donc, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être l'inverse. On donne les taux et on veut calculer quelles sont les valeurs. Donc on va commencer par là, où on va avoir ça.
Donc c'est-à-dire qu'on va avoir deux tirages successifs, enfin deux évolutions successives. Donc du coup on va changer notre phrase habituelle parce que cette fois il va y avoir trois variables, trois arguments. Voilà. Donc cette fonction prend trois arguments en entrée. Q0, la quantité ou population initiale, et là c'est en fait Q2 qui sera la population finale, et Q0, Q1 ce sera la quantité intermédiaire. Population intermédiaire. Voilà. Voilà, très bien. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va rappeler notre fonction variation relative, en fait. Et oui. Donc on va faire... Ah bah non, il n'y a pas besoin de faire x100, il est vide, lui. Ah oui, mais c'est dans la fonction de test que j'ai mis x100. Non, ben non, c'est pas dans la fonction de test, donc qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Il dit n'importe quoi. Comme quoi, il faut toujours se méfier de ce que vous propose l'IA, parce que des fois, c'est pas intelligent. Je l'ai déjà mis là, le x100. Donc si je refais x100 comme il me propose, ça fera x 1000, fois 10 000. Donc c'est pas bon. Non, non, non. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser ce qu'on fait, parce que l'IA n'est pas intelligente. Bref, donc du coup, ici, variation relative, donc on va appeler ça var Q01, on va l'appeler ça comme ça. Voilà. Définir les noms des objets en programmation, c'est souvent ça qui est délicat. Parce qu'il faut trouver un nom qui soit, qui soit suffisamment court, mais en même temps qui soit suffisamment expressif. Et non, non, on ne veut pas renvoyer Q0, Q1, il est con, lui. Voilà, les deux, ça c'est mieux. Oui, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Ah merde. Il l'avait proposé. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est plus intéressant. Mais alors attention, ça renvoie pas à la variation relative. Ça renvoie la variation relative de Q0 à Q1 et de Q1 à Q2. Mais si on veut l'évolution successive, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la variation de Q0 à Q2, en fait. C'est pas très clair ce qu'on fait là. Évolution successive, évolution... Oui, parce qu'en fait, évolution successive, c'est savoir calculer des évolutions successives, c'est-à-dire savoir appliquer deux fois le calcul de la variation relative. On va quand même rajouter ces informations-là, et on voit la variation relative de Q0 à Q1. Alors, on va mettre ça en bois. Comment est-ce qu'on va l'appeler on va l'appeler V01. Voilà. Et on va mettre une variable à chaque fois. Voilà, on va l'appeler V2. Et ensuite, c'est pas V02, c'est V12, voilà. Et là, on va faire V02, la variation de Q0 à Q2. Voilà. Donc du coup, ici, il faut faire ça. Voilà. Et voilà. Et ici, on envoie ça. Donc ce qu'on envoie en programmation Python, ça s'appelle un tuple. Si vous voulez, c'est un vecteur avec trois coordonnées, comme un vecteur de l'espace. Très bien, donc là, on va rajouter notre fonction de test. Donc il faut la définir d'abord. Test. Donc on fait notre phrase habituelle. D'ailleurs, au passage, on va rajouter les autres, puisque c'est le même début. Voilà. Oula, il s'est cassé la gueule. Si on casse l'indentation, ça fait une erreur. Hein. Donc l'indentation, c'est pas juste pour décorer, c'est obligatoire. Donc là, c'est pas final, on va alors ça, on va mettre 2. Et c'est quantité intermédiaire. Oula. Voilà. Le intermédiaire, on va le récupérer de là. Voilà. Et voilà, Q1. Voilà, très bien. Donc du coup de ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On appelle notre machin. Et on va les appeler, alors parce que var machin bidule ça fait un peu long, on va les appeler
V01, V02, V12, pardon, et V02. Voilà. L'avantage en Python, c'est qu'on peut affecter, c'est-à-dire attribuer des valeurs à plusieurs variables en même temps. Voilà. Ce qu'on appelle l'affectation parallèle. Ça ne marche pas avec plein d'autres langages de programmation. Hein. C'est propre à Python. En fait, pour la vraie réponse, c'est que la vraie raison, c'est qu'en fait, Python, il exploite ses propres types de données parce qu'il traite ça comme un tuple à gauche, enfin plutôt comme une liste, du coup, parce qu'un tuple, on ne peut pas modifier ses valeurs. C'est ce qu'on appelle un type immuable. Bref, on rentrera dans ces paradigmes-là quand on fera de la programmation avancée. Mais bon, je le dis déjà parce que si jamais il y a des gens qui veulent savoir un petit peu pourquoi ça marche, ça n'est pas magique, il y a toujours une explication rationnelle. Alors, on a fait ça, très bien, maintenant il faut faire les phrases. Donc on a besoin de 3 phrases, mais ça va être un peu tout le temps la même phrase, j'ai l'impression. Donc j'ai envie de dire, on va récupérer les phrases qui sont là. Ça, j'ai bien envie de le récupérer, hein, en fait. J'ai bien envie de le récupérer, ça m'emmerde un peu de recopier ça 15 fois. Ça m'emmerde un peu de recopier ça 15 fois, donc j'ai envie de dire ça, je vais en faire une fonction ici. Hein. Je vais appeler ça def phrase. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Phrase. Phrase évol. Je sais pas. Est-ce que c'est variation absolue? Ouais. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Phrase variation. Ouais, c'est un peu. Je suis pas très inspiré. Hein. Je suis pas très inspiré de ce bordel. Et forcément, il faut lui donner varel. Varel. Et on va pas faire un print, on va lui dire return. C'est pas tout à fait la même chose, return. Vous allez comprendre dans un instant ce que c'est que ce bazar. Bon après là, mais si je vous donne les bonnes pratiques, il faut être flemmard intelligemment, c'est-à-dire dire oh ce code-là, j'arrête pas de le réutiliser. Pourquoi est-ce que je le réutilise? Pourquoi est-ce que je le réécris? D'accord? Il faut il y a un acronyme en anglais, c'est DRY. Don't repeat yourself. Ne vous répétez pas. Si vous voyez que vous répétez du code, ben ça veut dire qu'il faut faire une... Ben voilà, pris une phrase, il a tout compris. C'est exactement ça. Et ça dégage. Et on le fait ici parce que si on ne l'exécute pas, il ne va pas s'en rappeler. Alors quand c'est initial, on va mettre 100 et après on va mettre 150 pour tester dans les deux cas. Là-haut, c'est bien de machin. Donc vous voyez que le programme il marche pareil. Et maintenant on fait l'inverse. Et il nous dit voilà, c'est une baisse de 33%. Ok, bon. Très bien. Donc du coup, ben, c'est ça qu'on va faire. On va faire phrase varel avec. Voilà, parce que là, il va falloir découper ça. Hop. Ah ben non, ils sont là, je suis bête. Ils sont là, donc du coup, on va faire, on va appeler phrase machin truc. Et sauf qu'on va l'appeler. Alors, on va faire une boucle, tiens. On va faire for in range 3. Et là, on va mettre. Alors du coup, c'est un peu crétin de l'avoir fait ça. Non, on va faire ça de façon plus intelligente. On va utiliser le fait que Python, c'est un langage de haut niveau. Donc on va faire for v. Non pas in range machin, mais in v0. 1, v1, v0, 2. Voilà. Et comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Alors, on va tester ça tout de suite. On va mettre un petit peu d'espace ici. Et voilà. Voilà. Alors, attendez, il y a juste un truc. Ouais, parce que le problème de ça, c'est que, en fait, il faut que je rajoute 2 arguments. Voilà. Et là, je veux dire, la variation relative de... Et là, il faut mettre A. Et là, il faut mettre ça. Bon, et là, du coup, il faut mettre une variable parce que c'est la merde, ce truc. Donc, on va pas faire un return ici. On va mettre rep égale
ça. Et ensuite on va mettre, parce que là ça commence à être trop long, on va mettre rep plus égal. Et voilà. Donc ici on va mettre Q0 et ici on va mettre Q1. Voilà. Donc là on est bon. Pourquoi il... Ah oui, il n'a pas changé la couleur parce que j'ai pas fermé ça. Voilà. Et donc on fait la même chose avec le moins. Hop. Ici. Voilà. Et ici on met un moins parce qu'on était en local négatif. Et on return maintenant notre rep. Voilà. Et donc du coup ça veut dire qu'ici il faut rajouter ces deux paramètres. Merde. Il faut rajouter ces deux paramètres. Phrase machin. Et ici il faut rajouter ça. Voilà. Donc là on est bon. On le refait. Donc ça 150. Donc là c'est le cas de la hausse. La variation relative de 100 à 150 est une hausse de 50%. On refait avec 150 à 100. Et ça va être une baisse de... Ah ouais, il y a le moins, c'est vrai qu'il fallait pas mettre le moins. J'ai oublié. On va faire ça. Tac. 150. 100. Voilà, c'est moins 30%. La valeur, c'est moins un tiers en fait. Hein, mais vu qu'on veut l'écrire en pourcentage, on est obligé de donner une approximation. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Donc là, on est bon. Et donc maintenant, du coup, variation V. C'est là que c'est chiant parce que on n'a pas donné les Q0, Q1, Q2, tac 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 tac. Ok. Alors dans ce cas-là, on va bricoler un truc. 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 Ok, donc on va appeler ça juste V. Du coup, on va... Ah ouais, mais c'est un peu con si j'appelle juste V. Non, faut que je l'appelle ES, comme Evolution Success. Du coup, c'est pas V in, on va mettre in range. Et là, on va mettre effectivement 3. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, on va avoir ES crochet I. Et ici, on va avoir... ça, on va l'appeler Q égale Q0, Q1, Q2. Voilà. Et du coup, ici, on va aller chercher l'élément d'indice I. Voilà. Et là, on est bon. Allez, on est parti. Pourquoi il se passe rien? Pourquoi il se passe rien? Alors, s'il se passe rien, déjà, c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Mais par contre, c'est étonnant que évolution success Q0, Q1, ouais. Bon, pourquoi il n'appelle pas la fonction là, j'avoue que je comprends pas, parce que là il me met pas d'erreur, donc il y a un problème là. Il y a un problème. Nous avons bien deux fonctions séparées. Attendez, je vais retester ce bloc de code. Donc ce bloc de code fonctionne très bien. Voilà. Donc il nous a bien dit blablabla. Donc on est là. Qu'est-ce que je fais? Je dis ça. Donc. Ah oui, j'ai pas fini de... Oh, non, mais je croyais que je l'avais fait ça. 150, voilà. Bon, donc ça on est bon. Ça y est. Le bloc de code dit terminé. Donc maintenant on est à évolution. Alors si on fait évolution, pourquoi est-ce qu'il fait pas le test? Non fonction print intro. Tac. Quel est son problème? Parce que en plus, ça c'est le pire, ça c'est des bugs où il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Puisque vous voyez bien, il ne me met pas, ouais, t'as pas mis une virgule comme ci, etc. Mais par contre, il fait pas ce que je voudrais. Moi je voudrais qu'il exécute cette portion de code et je comprends pas pourquoi il ne l'exécute pas. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, je crois que oui, ça y est.
Ouais, c'est ce que je vous disais, l'indentation. Donc il croyait que test était à l'intérieur de la fonction. Voilà, il y avait un problème d'indentation. Je vous ai dit, l'indentation, c'est fatal. Faites un problème d'indentation, Python, il est perdu. Il est perdu. Voilà, donc ça veut dire que oui, mon appel de la fonction test, il était avec une mauvaise indentation, donc on considérait qu'il était dans le bloc de la première fonction, parce qu'on peut faire des fonctions à l'intérieur des fonctions, c'est pas conseillé de faire ça. Mais du coup, voilà. Voilà, donc là, normalement, on est bon. Voilà. Donc, on va partir de 100. On va augmenter de 25. Et on va encore augmenter de 25. Alors là, il n'est pas content. Il me dit variation 1, missing one argument Q1. Alors, missing. Phrase variation missing one argument required positional argument. Ah bon? Required positional argument var Q0 Q1. Ah ouais, là je lui en ai donné qu'un, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, ah ben oui, je lui en ai donné qu'un, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, alors là c'est complètement crétin ce que j'ai fait. Et oui, parce que j'ai besoin de deux arguments pour la phrase. Ah ouais, ça c'est pas malin du tout d'avoir fait ça. C'est pas malin du tout d'avoir fait ça. Alors ce qu'on va faire, parce que je voulais pas le faire comme ça, mais finalement je suis obligé. Mais en fait c'est pas si compliqué que ça. Oui, genre, je sais pas pourquoi j'ai hésité à faire ça dès le début, parce que je m'étais dit ouais ça va être trop compliqué et tout, mais vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu de voir juste ces trucs-là, il faut les coupler en fait. Donc on va remettre ce qu'on avait mis au début, parce que ça c'était une bonne idée, d'avoir fait ça comme ça, d'avoir en anglais on appelle ça unpacked, en français, déballer, voilà, je cherchais le mot en français. C'était une bonne idée d'avoir déballé notre tuple en trois variables, parce que c'est plus maniable. Maintenant, ces trois variables, en fait, à chaque fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le 0,1, c'est un codage pour dire que c'est de Q0 à Q1. Donc en fait, il y a deux informations. Mais ça, je ne l'ai pas capturé, cette information. Donc quand je fais la phrase, il faut que je lui dise, bah, quand tu es à i qui vaut 0, en fait, parce que là, qu'est-ce qu'il fait? I in range 0, 3, ça veut dire qu'il va faire i égale 0, d'accord? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la chose suivante. On va faire la chose suivante. Ouais, lui, il lui manque un argument. Il lui manque un argument. Parce qu'on ne peut pas faire i plus 1, parce que quand on va arriver à i égale 2, il va sortir. C'est que on va faire le truc comme ça. C'est juste là, je suis en train de réfléchir à quel nom je peux donner à ce machin-là. Là, je vais l'appeler As, mais c'est nul, il faut que je lui donne un nom. Et je vais faire une liste de tuples, en fait. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que le V01, il va être associé à quoi? Il va être associé à Q0 et à Q1. Alors je vais bien déballer ma liste pour que vous compreniez bien ce que je fais. Voilà. Donc je fais ça et après je fais la même chose avec V12 avec Q1 et Q2. Et après je fais V02 avec 0 et 2. Voilà. Ok. Donc là je l'ai bien déballé pour que vous la voyez bien, mais maintenant je la mets normalement. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que c'est deux listes de trois objets et chacun de ces objets est en fait un objet qui a trois composantes. Donc maintenant que j'ai ça, mais je sais pas comment je vais l'appeler ça, bon je vais l'appeler ça sortie, ça me plaît pas, je suis pas satisfait de ce nom, mais en attendant, ce qui va être intéressant, je vais faire for s in sortie. Du coup maintenant qu'est-ce qu'il va parcourir? Il va parcourir cette liste. Dans cette liste, il va avoir des tuples avec trois éléments. Mais en fait, le premier élément, ce truc là, c'est ce qui va venir ici. Le deuxième élément, c'est ce qui va venir là. Et le troisième élément, c'est ce qui va venir là. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je pourrais faire ça comme ça. Que
ça devrait marcher. Je suis pas satisfait du nom, hein. Il faut que je trouve un autre nom parce que c'est pas très clair, mais vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Donc ça marcherait là. Donc j'augmente de 25 en 25, ça fait 125, 150. Quand je vous fais ces trucs-là, c'est largement au-dessus du niveau de ce qui est attendu. Alors là, il n'est pas content. Missing 2 missing required. Ah oui, parce que, oui, d'accord, parce que là, ah oui, non, mais je sais, il faut que je fasse ça. Voilà. Si je fais ça, ça va marcher. Alors, après, je vais vous expliquer, parce que là, j'ai fait des trucs de programmation qui sont largement plus avancés que le lycée, hein, soyons très très clairs. Mais enfin, ceci dit, quand je dis ça, parce que oui, c'est plus avancé que ce qui est écrit dans le programme, mais les capacités cognitives des élèves sont tout à fait à la portée. Alors, je vais vous expliquer, parce que là, il y a quelque chose de l'ordre de la syntaxe. Parce que ce qu'on a l'habitude de manipuler quand on manipule les fonctions mathématiques, c'est à chaque fois il y a une variable. Alors on peut évidemment concevoir qu'il y ait deux variables, par exemple parce qu'on est capable de calculer le périmètre, ou l'air par exemple, l'air c'est mieux puisque le périmètre ça peut être qu'une seule donnée. Mais imaginons si on veut calculer l'air d'un rectangle, ben, on a besoin de deux paramètres, on a besoin de la longueur et de la largeur. D'accord? Donc c'est pas très fou de concevoir une fonction qui prend deux arguments. Maintenant la question c'est ça. C'est plus de l'ordre de la représentation. Si je prends une fonction qui prend deux arguments, est-ce que je la considère comme une fonction avec deux arguments séparés, ou est-ce que ces deux arguments, je considère que c'est par exemple un vecteur qui a deux coordonnées. Un vecteur, il a la coordonnée x et la coordonnée y. Donc je peux considérer soit le vecteur comme étant un type ayant deux coordonnées, ou je peux considérer chaque coordonnée comme étant un nombre, et donc j'ai deux coordonnées. Et bien c'est ça la distinction qu'il y a à l'étoile. Quand je mets l'étoile, je lui dis en fait, je veux que tu considères chacune des composantes de cet élément qui a plusieurs éléments. Alors quand je mets pas l'étoile, je lui dis, je veux que tu considères ça comme un seul élément. Et donc c'est pour ça qu'il m'avait mis l'erreur. Mais normalement, ta fonction phrase variation que j'avais définie ici, elle prend trois arguments. Parce que effectivement, parce que ça c'était une fonction que j'ai utilisée pour la fonction de test, j'aurais dû lui donner une documentation. Quand je l'écris comme ça veut dire qu'elle doit prendre trois arguments. Si je veux qu'elle considère qu'un seul argument, il faut que je mette l'étoile. Voilà, c'est ça le truc. Eh ben c'est bien, on est très très bon là. Donc on a la variation relative de 100 à 125, c'est une hausse de 25%. De 125 à 50 à 150, c'est une hausse de 20%. Et la variation globale, c'est une hausse de 50%. Eh oui, de 100 à 150, c'est 50%. Donc on voit bien, et là c'est un très très bon exemple, qu'on n'a pas additionné les hausses. D'accord? Je vous l'ai dit, c'est le coefficient multiplicateur. D'ailleurs, où est-ce qu'on en parle du coefficient multiplicateur? On n'a pas parlé, oui, c'est après. Évolution successive, évolution réciproque, relation sur les coefficients multiplicateurs. Donc on va faire une fonction après qui va calculer le coefficient multiplicateur. Bon, allez, on continue de suivre le programme. Donc là, on va faire évolution réciproque. Donc l'évolution réciproque, ça veut dire, si on a fait une hausse par exemple de 25%, quelle est la baisse qu'il faut faire pour revenir au point de départ? Au passage, je vais juste tester le programme pour que vous voyez si on fait une hausse, puis après une baisse, etc. Par exemple, si on part de 100, on fait une hausse de 25, donc on fait 125, et après on fait une baisse. Bah, par exemple, tiens, ça va répondre à la question en fait. Ah oui, parce que j'ai fait de Q, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de Q0 à Q1, ouais, de Q1 à Q2, ouais. Et après, j'ai fait, oui, donc au final, ça fait une hausse de 0%. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on est revenu au point de départ. Ouais. Ouais. Ouais, parce que là, j'ai mis le chiffre et la question qu'on va se poser, c'est quel est le taux qu'il faut faire. Euh, d'accord. Donc là, c'était évolution successive lorsque on connaît les valeurs. Et ce qu'on pourrait faire, c'est évolution successive lorsque on connaît les taux. D'accord? Et pour calculer le coefficient multiplicateur, en fait. Ok, évolution réciproque, ça veut dire on a donné le taux et on veut savoir quel est le taux de baisse qu'il faut appliquer ou quel est le taux de hausse, quel est le taux réciproque en fait. Donc ce qu'on va faire, donc, c'est que cette fonction qu'on avait appelée variation relative, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait, ah ouais, je l'avais donné à renvoyer avec le sur fois 100. Ouais, ça aussi, c'est le truc. Il faut se mettre d'accord. Est-ce qu'on veut renvoyer quelque chose, ou c'est par exemple si on veut dire qu'on a 50%, est-ce qu'on veut renvoyer 50 pour pouvoir dire 50%, ou est-ce qu'on veut renvoyer 0,5? Voilà, c'est ça le truc. Moi je l'avais fait renvoyer avec x100, mais en fait non, c'est pas une bonne idée, parce que c'est mieux de renvoyer en mode le chiffre brut, comme ça nous donne le taux,
Et parce que les pourcentages, c'est juste parce que c'est la façon dont on veut présenter les choses. Donc, tac, tac, tac. Donc, dans ma phrase, blablabla. Ouais, mais donc, dans ma phrase, il faut que je fasse multiplier par 100. Ici. Voilà. Ça me le fait écrire 2 fois, mais ça me le fait écrire que dans la phrase. Et quand je récupère la variable, au moins j'ai directement le taux et j'ai pas besoin de refaire une division par 100 et compagnie. Donc là, on est bon. On va retester ça vite fait. Hop. Donc, quantité initiale à mettre 100. Quantité finale à mettre 150. Voilà. Et donc, on a bien une hausse de 50%. Donc, ça, c'est nickel. Après, il y a un gros espace entre le plus. Il y a un gros espace, je trouve. Mais bon. Bref. Donc là, on est réglé. On est bon. Tac, tac, tac. Donc, ça, on refait le coup ici pour vérifier que tout va bien. On fait 100. On fait 150. Et après, on va faire 125. Voilà. Et donc on a bien une évolution de plus 50% pour passer de 100 à 150. Et pour passer de 150 à 125, c'est une baisse de moins 17%, enfin moins 16,67%. Et de 100 à 125, c'est bien une hausse de plus 25%. Donc si on a fait une hausse de 50%, et qu'ensuite on fait une baisse de 16,67%, au total on a fait une hausse de 25%. Très bien. Donc, tac, tac, tac. Donc, je vais appeler ça variation relative. Ouais, ça me fait chier de l'appeler un peu comme ça. Je voulais l'appeler taux, mais bon, c'est pas grave. On va appeler ça taux réciproque. Voilà. Hop. Donc, la partie def taux réciproque. Donc, pour calculer le taux réciproque, il faut qu'on connaisse. En fait, non, on a juste besoin de Q0 et de Q1, en fait. On n'a même pas besoin du taux, parce que le taux réciproque, c'est une fois qu'on est arrivé à Q1, comment est-ce qu'on fait pour revenir à Q0, hein. C'est ça le principe, hein. Donc on va reprendre là où on avait dit ça. Tac. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de mettre. Merde. Hop. Les trucs pour la documentation. Voilà. Tac, tac, tac. Donc ça prend en entrée 2 arguments. Donc Q0, la valeur initiale, Q1, la valeur. Il faudra faire une autre version où on donne le taux simplement pour juste trouver le taux réciproque. Voilà. Parce que là je l'ai fait à partir des 2 fonctions qu'on a là, mais on peut la faire à partir du taux. Voilà. Et donc du coup, il renvoie le taux réciproque. Le taux réciproque. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Réciproque. C'est-à-dire le taux pour revenir à 0. Pour revenir à Q0. À partir de Q1. Voilà. Donc là, ça c'est magnifique. Sauf que en fait, on va d'abord calculer le coefficient multiplicateur parce que ce sera vachement plus pratique pour pouvoir faire ça. Vous allez voir, vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Alors, on va appeler ça coef mult. Donc, le coefficient multiplicateur, on a besoin de quoi? On a besoin. Alors, soit on connaît le taux, mais ça c'est très facile. Si on connaît le taux, il suffit de faire plus 1 et c'est terminé. Donc, on va le faire à partir des 2 quantités. Voilà, et donc on va faire ça comme ça, tac, tac, tac. Voilà, et on va dire, ça renvoie le coefficient multiplicateur. Voilà, bon, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre fonction variation relative, hein, parce qu'on va pas refaire le calcul alors qu'on l'a déjà fait. Voilà, d'où l'intérêt de ne pas le renvoyer avec sur 100. Ok. Voilà. Et donc, le coefficient multiplicateur, il faut déterminer si c'est une hausse ou si c'est une baisse. Donc on va appeler déjà taux, tac, voilà. Et donc là on va faire 2 trucs. Si taux il est positif, on fera 1 plus ça. Et si taux il est négatif, on fera 1 moins ça. Donc if taux est supérieur à 0, on fait... on va l'appeler CM égale 1 plus taux. Else CM égale 1 moins taux.
Sachant que s'il est négatif, en fait, non, mais en fait, tu bête. Dans tous les cas, c'est un plus taux, parce que justement, taux, il peut être positif ou négatif. Donc s'il est positif, ça fait une addition, et s'il est négatif, ça fait une soustraction. Donc il n'y a pas de souci, c'est un plus taux. Voilà, et donc on renvoie CM. Voilà, donc ça c'est pour le coef multiplicateur. Bon. Et donc du coup, ici, on peut calculer le CM en disant CM c'est coef multiplicateur, machin. Non, il a fait tout le calcul, on va pas le laisser faire le calcul, parce que ça se trouve, déjà, il se trompe dans le calcul, donc il faut vérifier les choses. Donc, on a le coefficient multiplicateur, ok. Donc déjà, il faut faire le test pour savoir si c'est une hausse ou si c'est une baisse. Et donc là, il faut faire if CM est supérieur à 1, c'est une hausse. D'accord. Dans ce cas-là, si c'est une hausse, le taux réciproque, ça va être quoi? Je rappelle que le taux réciproque, c'est il faut d'abord calculer le coefficient multiplicateur qui va annuler. Alors ça veut dire quoi qui va annuler? Ça veut dire par combien il faut multiplier pour retomber sur 1, d'accord? Donc c'est l'inverse de celui-là. Donc le CMR qu'on va appeler pour CM réciproque, ça va être 1 divisé par CM. Voilà. Mais en fait, ouais non c'est bête ce que j'ai dit parce que ça marche dans les deux cas. Le CM réciproque c'est toujours CM divisé par 1. Plutôt 1 divisé par CM. Ce que je vous rappelle vite fait pourquoi ça marche. Parce qu'on a Q0 comme ça, on fait, on arrive à Q1, avec Q1 égale CM fois Q0, d'accord? L'opération c'est la valeur 1, c'est coefficient multiplicateur fois Q0. Et nous ce qu'on veut c'est on veut revenir sur Q0. Donc ça veut dire que à partir de Q1, il faut qu'on fasse un nouveau taux pour dire Q0 égale CMR fois Q1. Donc ça veut dire que l'équation c'est CMR fois CM égale 1. Donc CMR égale 1 divisé par CM. Voilà. D'accord, je vous ai refait la démo de pourquoi c'est ça. Okay, voilà. Donc du coup, CMR, si le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, 1 sur un nombre supérieur à 1, ce sera inférieur à 1. Si le coefficient multiplicateur est inférieur à 1, 1 divisé par un nombre inférieur à 1, ce sera supérieur à 1. Petit exemple rapidos pour que ça soit bien clair. Si on fait 1 divisé par exemple, 1,5, d'accord, 1,5, je rappelle que c'est 3 demi. Divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. L'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Et 2 tiers, c'est inférieur à 1. Ok. Donc, je lui avais donné en entrée un nombre supérieur à 1. En sortie, j'obtiens un nombre inférieur à 1. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si je lui donne un nombre qui est inférieur à 1, par exemple 2 tiers, du coup, j'obtiens un nombre supérieur à 1. D'accord. Donc le coefficient réciproque est toujours, j'ai envie de dire l'inverse du coefficient multiplicateur, mais c'est ce qui est écrit là. Mais ce que je veux dire, c'est que si le CM est inférieur à 1, le CMR sera supérieur à 1, et si le CM est supérieur à 1, alors le CMR sera inférieur à 1. Ok. Bon. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas le CMR, c'est le taux. Et le CMR, comme tous les CM, en fait, c'est 1 plus le taux. Donc, le taux, c'est CM-1. Donc, c'est CMR-1 qu'il faut envoyer. Return CMR-1. Et on va tester ça tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que on va relancer celui-là avec le truc que j'ai fait tout à l'heure, à savoir 100, 150 et 100. D'accord. Donc là, on voit que si on fait une augmentation de 50% et qu'on veut revenir au départ, ça, c'est le taux réciproque. Ok. Donc, on va faire exactement ça avec ici, c'est-à-dire qu'on va lui donner en entrée 100 et 150 et il va nous renvoyer le taux qui sera moins 33%. Alors, on est parti. Ah oui, il faut faire la phrase bidule machin. Donc on a besoin de quoi? On va faire le même test qui est là. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Voilà, alors du coup, ici, c'est pas la fonction c'est la fonction réciproque.
voilà, donc cette fonction test, ça c'est la phrase, la valeur initiale, la valeur finale, ouais. Là par contre, c'est pas ça qu'on appelle, c'est... on lui a pas donné de nom, donc on va l'appeler TR. Voilà, TR égale CMR moins 1. Voilà. Et on fait return TR, très bien. Et donc là, blablabla. Donc là, c'est pas variation relative. C'est TR égale tout réciproque. Voilà. Et ici, par contre, la phrase, on va l'appliquer à TR. Voilà. Et oui, sauf que là, il faut inverser, c'est Q1, Q0. Parce que c'est la variation réciproque. Voilà. Donc là, on est bon. Alors, donc, du coup, ici, on va mettre la quantité initiale, c'est 100. La quantité finale, c'est 150. La variation relative de 150 à 100 est une... pourquoi il nous dit une hausse? Ah oui, parce que le TR, il est positif. Ouais. Attendez, on va faire print taux réciproque égal, et on va mettre TR. Ok. Donc on fait le même, 100, 150. Ouais, donc le taux c'est bien moins 33%. Donc ça, c'est bien calculé. Mais pourquoi est-ce qu'il me dit que dans la phrase, c'était où que j'avais fait la phrase? La fonction de la phrase, la fonction de la phrase, elle est là. Si variation relative est positif, ah ben, s'il est positif, tu dois pas dire que c'est une hausse. Ah oui, mais j'ai mis 2 fois c'est une hausse en fait, c'est pour ça que. Voilà. Donc c'est une baisse, voilà. Tac. Donc ça, on va mettre ça ici. Donc là, on fait 100, 150, voilà, blablabla. Et on va faire l'inverse, 150, 100, blablabla, ça marche. Donc c'est bon. Et donc on va faire ça ici. Voilà, 100, 125. Alors attendez, j'ai fait lequel déjà? Non, je vais faire 100. Ouais, bon, je peux faire 125, puis après revenir à 100. Donc du coup c'est moins 20%. Ah bah tiens, en plus c'est plus propre comme ça. Donc on va lui dire de faire ici de 100 à 125. Quantité initiale 100, quantité finale 125. Voilà, et vous voyez, il nous dit le coefficient réciproque, c'est bon, vous voyez ce que je vous avais dit quand je vous avez dit que Python ne faut pas calculer avec les flottants. Et je dis Python, mais c'est valable, c'est JavaScript, c'est tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune calculatrice, aucune machine qui sait calculer avec des nombres réels. Donc c'est toujours des approximations, donc il y a toujours ces petits problèmes. Voilà, donc on a notre programme qui est nickel. On a le réciproque. Bon, je pense que cette vidéo elle est assez longue. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Le coefficient multiplicateur, on a fait, tout ça. Je ferai une autre vidéo spéciale pour calculer les moyennes, etc. Parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, en fait, pour moi, c'est une erreur de mélanger ces trucs-là. Parce que les proportions, pourcentages, évolution, etc., ce sont des choses qui sont distinctes des choses de moyenne, linéarité de la moyenne, quartile, interquartile, etc. Ce sont deux choses séparées. Et donc je pense que c'est mieux de les séparer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, donnez de la force, donnez de la force, parce que là c'est gratuit, c'est 100% gratuit, je vous ai tout montré, etc. Et vous pouvez accéder au code, pour ça il faudra juste cliquer sur le lien et donner votre email. C'est Google qui demande votre email pour accéder à mon Google Colab. Ok, voilà, bon, à très bientôt pour une prochaine